Officiel d'Éric Zemmour. Dans les prochaines heures, en tout cas, les informations restent encore floues, mais en tout cas, on sent clairement c'est imminent. Après un week-end mouvementé, encore un, parce qu'effectivement, vous le disiez, les sondages sont en baisse, ses soutiens le lâchent. On parlait de Jean-Marie Le Pen, de Robert Ménard, etc. Et puis, il y a donc eu Marseille ce week-end, et à la sortie d'un restaurant où il déjeunait, une passante lui a fait un doigt d'honneur. Il lui a répondu par le même geste. Ça a choqué un petit peu tout le monde dans la classe politique, notamment Valérie Pécresse et Sébastien Chenu. On les écoute tout de suite. Or, chez Éric Zemmour, ce qu'on découvre, c'est qu'il n'est pas fait pour ça. Il y a un côté homme seul, un côté aventurier, quelqu'un dont on se dit, mais finalement, demain, tout peut s'effondrer, quoi. Il n'y a pas de maîtrise de soi. Il y a un côté homme seul, sans organisation, sans programme. Il faut pouvoir endosser des responsabilités, il faut pouvoir en être digne. Je pense qu'être président ou présidente, c'est une crédibilité. On lui confie l'avenir de ses enfants. Il faut qu'il soit visionnaire. Et avoir une vision, c'est pas juste être monomaniaque sur un seul thème, l'immigration. Je pense que la candidature un peu précipitée, ou la pré-candidature un peu précipitée d'Éric Zemmour est en train de tourner au fiasco. Voilà. Et même Éric Zemmour, d'ailleurs, l'a admis, c'était peut-être un peu déplacé. Regardez ce qu'il a posté sur Twitter. Madame, donc il s'adresse directement à cette passante qui lui a fait le doigt d'honneur. Ce n'était pas le lieu d'un débat comme je les aime. Le temps m'était compté. J'ai donc usé du seul langage que vous et vos camarades Antifa comprenaient immédiatement, c'est-à-dire le vôtre. Toutefois, vous imitez était fort inélégant et j'en conviens bien volontiers. Renaud Pila, vous vouliez réagir sur ce sujet. Est-ce que ce geste peut lui être fatal dans sa campagne ? Ah, vous savez, les campagnes présidentielles, tout le monde le sait, notamment ceux qui l'ont vécu. C'est long, il y a des mauvaises passes, il y a des rebonds. On l'a vécu toutes ces dernières décennies. Mais là, c'est vrai que c'est particulier. Pourquoi ? Parce que, premièrement, le déplacement à Marseille a été très mal préparé, très mal organisé, et c'est mal passé. Deuxièmement, le geste du doigt d'honneur, c'est pas comme une parole où vous pouvez dire « on m'a mal compris ». Je vais changer, je vais réexpliquer. Là, non, ce geste, l'image est là, à l'époque des réseaux sociaux. Tout le monde, ou presque, l'a vu ou le verra. Et puis c'est vrai que dans une partie de l'électorat d'Éric Zemmour, où on aime la sacralité, les valeurs, la bonne éducation, c'est moyen. Franchement, c'est très moyen. Donc ce geste, effectivement, peut lui coûter cher, parce qu'en plus, pour la première fois, je peux vous le dire, jusqu'à maintenant, depuis 3 semaines, lorsqu'il y avait des dérapages en coulisses, certains proches ou certains membres de l'équipe critiquaient. Désormais, c'est quasiment à visage ouvert qu'ils disent « oui, ça a été une erreur, oui, on s'est planté, hier soir, il faisait grise mine ». Mais cela dit, évidemment, il peut rebondir. Pourquoi ? Parce qu'une nouvelle étape s'ouvre à partir de sa déclaration de candidature, qui est imminente, puis le grand meeting, le 5, à la Villette à Paris, au Zénith. 3 semaines cruciales. Pourquoi ? Pour terminer, parce que vous savez, au moment des fêtes, les réveillons, les Français, ils sont comme ça, ils parlent politique. Et c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir une cristallisation. Est-ce qu'on parle bien d'un candidat qui est en dynamique ou très mal d'un candidat qui est en train de plonger ? Ton candidat, finalement, il était mauvais. Ou alors, ben non, finalement, il s'est bien rattrapé. 3 semaines cruciales, parce que si début janvier, il continue à baisser, alors là, ça sera très dur. Le doigt d'honneur, quand même, ça me fait penser, les amis, à, je sais pas, au casse-toi pauvre con de Nicolas Sarkozy. Alors, autre temps, autre mœurs, c'est pas la même chose, bien évidemment, et les deux hommes n'étaient pas dans la même situation. Mais le casse-toi pauvre con, il l'a traîné comme un chewing-gum collé à sa basket pendant des années, et le doigt d'honneur, c'est tellement disruptif qu'un candidat à la présidentielle fasse ça, que ce truc, quel que soit son destin politique, Guillaume Roquette va lui coller au basque. Oui, c'est certain d'ailleurs, lui-même a reconnu qu'il aurait dû s'abstenir. Après, moi j'ai un peu pensé à, vous savez, ce proverbe chinois, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Peut-être qu'on se focalise un petit peu trop sur ce doigt d'honneur, dans la mesure où il a quelque chose quand même de zémourien, c'est-à-dire la volonté de casser les codes, de prendre les problèmes à bras-le-corps. Ce qu'il faut quand même voir, c'est ce qu'a été cette journée à Marseille. Julie parlait du déjeuner dans lequel était, le restaurant dans lequel était Éric Zemmour. Il faut savoir que ce restaurant, après son passage, il a été saccagé. La vitrine a été cassée. Zemmour a été harcelé depuis son arrivée dans la gare pendant toute la journée par des gens d'extrême gauche qui ont multiplié les provocations. Bien sûr qu'il n'aurait pas dû réagir comme ça. Mais moi, je serais lui, je dirais, voilà dans quel contexte ça s'est passé. Après, la question c'est de savoir, est-ce que c'est un accident de parcours ou est-ce que c'est révélateur de quelque chose ? L'avantage
compétitif, comme on dit dans les cours de marketing, d'Éric Zemmour par rapport à Marine Le Pen, c'est qu'il apparaissait comme plus présidentiable qu'elle. Parce que Marine Le Pen avait un problème de présidentialité sur sa compétence. Si Éric Zemmour se met à avoir un problème de présidentialité sur son comportement, là, effectivement, ça peut être dangereux pour lui, c'est peut-être un tournant. Mais je pense que, comme moi je le connais un peu, ça colle pas trop avec l'Éric Zemmour que je fréquente depuis 10 ans au Figaro Magazine. Donc, est-ce que c'est un moment d'égarement? On va voir comment il traite ça. Parce que dans l'opinion, ça on est d'accord, Rachel, ça passe pas. Un potentiel futur candidat, visiblement c'est éminent, qui fait un doigt d'honneur à une passante, une manifestante. C'est une image qui va rester de toute façon et qui va appartenir à cette campagne. Elle va rentrer dans l'histoire de cette campagne présidentielle. Ça, il ne pourra pas y échapper. Ensuite, on parlait du contexte. Son erreur, me semble-t-il, pour ne pas dire sa faute, c'était aussi d'arriver à Marseille en expliquant grosso modo l'objectif, c'est que la France ne ressemble pas à Marseille. Dire ça dans une ville où l'identité est aussi forte, aussi prégnante, les Marseillais sont extrêmement attachés à leur ville. C'était une erreur de bleu absolument grossière. Ensuite, le problème d'Éric Zemmour, c'est qu'il a tout concentré sur son image, sur son personnage, et qu'il a fait une campagne, qu'il mène en tout cas pour le moment, une campagne à vocation minoritaire. Alors certes, il a une virginité politique, ce dont il bénéficie encore, mais en étant comme ça le candidat à chaque fois de la transgression et de la radicalité, eh bien à la fin, quelque part, il commence à récolter ce qu'il a semé. Alors justement, vous évoquez cette séquence, effectivement, il a eu un déplacement un petit peu mouvementé à Marseille. En même temps, voilà, il dit la chose suivante, Marseille c'est l'avenir de la France, si on ne fait rien. On écoute le polémiste et potentiel futur candidat. Moi, je considère que je parle aux Français, je leur parle de la France, je leur parle de l'avenir de la France, et c'est en cela que Marseille est tout à fait symbolique. C'est l'avenir de la France dans 20 ans si on ne fait rien. Toute la France sera comme Marseille si on ne fait rien. Voilà, si on continue comme d'habitude, si on réélit Macron, si on continue à avoir 400 000 immigrés par an, voilà, on va continuer comme ça. Alors c'est vrai que quand il dit Marseille, c'est l'avenir de la France, c'est pas très gratifiant. Si on ne fait rien. Oui, non, mais c'est une jolie formule qui pourrait être gratifiante si on veut. Voilà. Ouais. Sauf qu'il faut bien et les comprendre Marseillais apprécieront. Oui, et on va peut-être écouter la réponse de Jean-Luc Mélenchon là-dessus. Élu Marseillais. Franchement, c'est de la petite bière à côté de ce qu'il a raconté. C'est pas ça qui est le plus terrifiant. C'est qu'il aille à Marseille et qu'il dise de Marseille, voilà ce que nous ne voulons pas être. Voilà ce qui désintègre la France. Enfin, pardon, je ne veux pas faire des comparaisons excessives, mais c'est exactement ce qui a été dit de Marseille, qui était considéré par les Allemands comme un cloaque, avant qu'elle soit bombardée comme elle l'a été. C'est ça qui est choquant. Voilà. Bon. Mais ce qui est choquant, c'est qu'à Marseille, on est à, je crois, à peu près 20 morts depuis le début de l'année. Ce qui est choquant à Marseille, c'est que vous avez des quartiers entiers de la ville dans lesquels, même quand vous êtes un élu, vous ne pouvez pas entrer sans l'autorisation du dealer qui garde la porte du quartier. Autant, je trouve que c'était une erreur de Zemmour évidemment, ce doigt d'honneur grossier et qui n'est pas dans ce que devrait être un candidat à la présidentielle, mais dire, attention, on ne veut pas que la France ressemble à Marseille, moi je suis désolé, mais ça ne me choque pas, parce que je pense qu'il y a des millions de Français qui pensent comme lui. Alors certes, allez le dire sur place. Eh bien, peut-être que c'est un peu moins hypocrite que ce que font la majorité des responsables politiques, mais ça, à mon avis, ça, c'est pas une faute. C'est un risque qu'il prend, c'est vrai, c'est une transgression, mais je pense que politiquement, ça peut se défendre. Comme d'habitude, la classe médiatique lèche, puis elle lâche, puis elle lynche. On voit ce qui arrive à Zemmour. Il a été poussé par les médias sans arrêt pendant plusieurs semaines. Il est arrivé quasiment à 20%. Loin devant Marine Le Pen, et puis la classe médiatique l'a abandonné à cause de ses excès, et là, il est en train de déraper. Alors, va-t-il remonter ou pas? On le saura, mais pour l'instant, c'est difficile à dire. Ce qu'il faut bien voir dans les derniers sondages, c'est que maintenant, Marine Le Pen est 5 points devant Zemmour. Alors justement, on va regarder ce dernier sondage. En réalité, il s'est effondré. Alors, excusez-moi, je ne partage pas l'optimisme de Guillaume Roquette. Imagine-t-on Mitterrand ou De Gaulle faisant un doigt d'honneur en visite dans la deuxième ville de France? La réponse est non. Un président de la République ne peut pas faire ça. Il se déprésidentialise. Et effectivement, le plus grand cadeau pour Marine Le Pen, c'est Zemmour.
les excès de Zemmour, son positionnement ultra-clivant est un formidable cadeau qui fait apparaître Marine Le Pen comme du centre-droit. Alors justement, vous évoquez les sondages. On va regarder ce tout dernier sondage IFOP pour le journal du dimanche, donc publié hier. Effectivement, ça confirme ce que vous disiez, Laurent. Emmanuel Macron, donc, toujours en première position à 25%, suivi de Marine Le Pen à 19%, Éric Zemmour à 14%, juste devant Xavier Bertrand. On va peut-être faire réagir Benjamin Cauchy, chroniqueur politique et soutien d'Éric Zemmour. On parle d'une déclaration imminente. Alors on sait qu'Éric Zemmour compte peut-être là-dessus pour relancer un petit peu justement, relancer un petit peu sa campagne. Elle tarde à venir cette candidature. Est-ce qu'il est toujours, aussi motivé? Est-ce que vous avez des informations, Benjamin Cauchy? Benjamin Cauchy, c'est quand? C'est parce que tout le monde nous dit c'est demain soir. Alors surtout ne répondez pas en disant vous verrez, parce que donnez-nous l'information, s'il vous plaît, Benjamin Cauchy. Vous savez, c'est cette phrase que vous adorez et que vous citez à chaque fin d'émission, Éric Brunet, ce soir, c'est Éric Zemmour qui a les moyens de vous faire veiller. Voilà ce que je vais vous répondre. Éric Zemmour, je lis ça sur le site de Valeurs Actuelles, ça vient d'être diffusé. Éric Zemmour annoncera sa candidature demain à 12h dans une vidéo. Il donnera ensuite un entretien à 20h dans un journal télévisé. Donc c'est une information qui vient d'être publiée par Valeurs Actuelles. J'ignore si elle est juste, mais enfin je vous la donne, comme elle est relayée par un hebdomadaire français de droite, pas très loin de la sensibilité d'Éric Zemmour. Ça confirme ce que vous disiez. Midi, annonce dans une vidéo d'Éric Zemmour. J'ai le sentiment que Valeurs Actuelles se trompe moins que Paris Match il y a quelques mois en tout cas. Qu'est-ce qui fait selon vous qu'il se lance? Donc attends, c'est important. Ça veut dire, ne tournons pas autour du pot. Ça veut dire que selon les informations dont vous disposez, Éric Zemmour fera l'annonce de sa candidature à la présidentielle demain à midi. Vous n'aurez pas une réponse aussi affirmative de ma part. Laissons encore les Français dormir, si vous le voulez bien, Éric Brunet, et on en parlera demain. Mais dans une vidéo, on ne se trompe pas. Oui, monsieur Pilat, effectivement. Voilà. Ça sera dans une vidéo. Voilà. Est-ce que vous savez pourquoi il choisit ce format donc, de ce message posté sur les réseaux sociaux dans une vidéo? Écoutez, ce qui est important pour lui, c'est de pouvoir communiquer au maximum de Français, sans filtre. C'est ce qu'il fait depuis plusieurs semaines avec cette croisée des chemins. C'est un homme qui, même si il aime l'histoire de France et tout ce qui est, comment dirais-je, ancien et qui fait toute la noblesse de notre pays, il est aussi très attiré par le numérique, par la recherche, par l'innovation. Et donc, c'est aussi un moyen peut-être de s'exprimer. Je dis peut-être, parce que je suis encore dans un conditionnel. Peut-être un moyen aussi de s'adresser à tout type de public. Ceux aussi qui ont parfois décroché des grands médias traditionnels qui, avouons-le, ne lui donnent pas toujours la part belle depuis quelques jours. Est-ce que ça implique, selon vous, si donc cette information de Valeurs Actuelles est confirmée, est-ce que ça implique cette officialisation de sa campagne, de sa candidature, qu'il se calme un petit peu? On évoquait à l'instant ce doigt d'honneur. Est-ce qu'il doit à tout prix se présidentialiser, ou est-ce que vous pensez qu'il va continuer sur cette stratégie de rupture un petit peu? Je pense que la stratégie de rupture, elle sera dans les mots. Si on doit retenir quelque chose de ce doigt d'honneur, j'entendais le docteur Alexandre sur votre plateau. Moi, j'ai envie de le rassurer, cher docteur Alexandre. On va dire que c'était un geste, c'était sans doute le dernier geste du polémiste. Maintenant, nous attendons le premier geste et le premier acte du candidat. Donc, je crois que nous avons tourné la page sur ce sujet-là, en tout cas. Oui. Oui. Non, juste une question pour vous, Benjamin Cauchy. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a eu, hier, ce week-end, ça a été une journée difficile, et vous n'avez pas de langue de bois en général, difficile quand même pour les entourages, ça leur a été pour beaucoup d'entourages de devoir gérer ça. Est-ce que vous considérez qu'il y a une nouvelle étape qui s'ouvre, et quel conseil, franchement, vous donneriez à Éric Zemmour pour ouvrir cette nouvelle phase et pour faire sa mue, comme disait Marine Le Pen, entre polémiste et candidat? Comment incarner, comment les Français pourraient le voir autrement, en tout cas ceux qui le suivent? Le conseil que je lui donnerais, c'est de ne pas cacher ce qu'il est véritablement, et que parfois les médias ont du mal à montrer. C'est que c'est quelqu'un de profondément sincère, parfois trop spontané, c'est ce qu'on a pu lui reprocher à Marseille. Mais je crois qu'au-delà de sa vision pour la France, que les gens connaissent déjà, des grands messages et des grandes lignes directrices qu'il pourrait donner, que les Français connaissent déjà, je crois que c'est cette part d'humanité, de sincérité,
et de profonde gentillesse qu'il mérite aussi de faire connaître aux Français. Peut-être que ça arrondira sa communication, comme vous pourriez prêt à penser. Oui, mais évidemment, et il est à l'écoute de tous les conseils, il reste lui-même. Et j'ai envie de vous dire que c'est aussi l'occasion de cette campagne, au-delà de découvrir un théoricien, mais de découvrir un homme en 3 dimensions, sortir des plateaux de télé pour aller à la rencontre des Français, montrer qu'Éric Zemmour a des jambes et une 3e dimension, tout simplement, et montrer quel est l'homme qu'il est. Et peut-être éclaircir un petit peu son programme, parce que pour l'instant, la critique que beaucoup font, c'est que il est un peu monothématique, il est sur l'immigration, le grand remplacement. Est-ce qu'il faut qu'il ouvre un petit peu son programme aux autres thématiques qui intéressent les Français, comme notamment le pouvoir d'achat ? Ce qui est certain, c'est que la colonne vertébrale, effectivement, d'Éric Zemmour sur cette campagne des élections présidentielles, c'est d'incarner finalement le plus grand dénominateur commun entre les Français. Et les sondages qui, les uns après les autres, expliquent que 67% des Français estiment que le grand remplacement est en cours, que 75% des Français estiment que la France est en déclin, et que 67% des Français estiment que l'islam est un danger pour l'identité de la France. Ce sont des sondages qui sont réalisés, et là-dessus, il entend être le dénominateur commun le plus important pour rassembler une majorité de Français. Maintenant, à la même manière qu'Emmanuel Macron en 2016-2017, il tardera peut-être un peu à annoncer tous les éléments de son programme, mais rassurez-vous, il parlera d'éducation comme il l'a déjà fait à Lille, il parlera d'économie comme il l'a fait à Bordeaux, il parlera aux classes populaires comme il l'a fait à Biarritz, il parlera de plein de sujets dont il a déjà parlé dans sa tournée de la Croisée des Chemins, donc soyez rassurés. Je ne sais pas si on descendra jusqu'aux mesurettes, mais si il estime être en capacité, en tout cas, il y a des centaines de milliers de Français qui sont déjà derrière lui, et vous le verrez sans doute le 5 décembre au Zénith. Rassurez-vous, c'est parce qu'il est capable de parler de tous les sujets. Alors, Benjamin Cauchy, je rappelle l'information un peu nouvelle dont nous disposons. Selon un tweet du journaliste politique de Valeurs Actuelles, Jules Torres, repris d'ailleurs par le site de Valeurs Actuelles, demain, aux alentours de midi, de 12h, Éric Zemmour fera apparaître une vidéo dans laquelle il pourrait annoncer sa candidature à la présidentielle. Et il est possible que le soir, à 20h, toujours selon ce journaliste et Valeurs Actuelles, eh bien, il confirme cela dans un grand journal de 20h. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que ça va suffire ? On a vu les désaffections, Philippe de Villiers qui a annoncé qu'il ne viendra pas au grand meeting du Zénith, Robert Ménard, Jean-Marie Le Pen et d'autres. Voilà, il y a eu assez peu de ralliements ces derniers jours, ces dernières semaines. Il n'y en a même pratiquement pas eu, à part des ralliements des personnalités politiques de second ordre. On a parlé des dérapages, on vient d'en parler. On a parlé du doigt d'honneur qu'il a fait ce week-end à une militante antifa. Je vous dis tout ça parce que, est-ce que finalement, avec cette annonce de candidature demain, il va rayer d'un seul trait tout cela? Non, il ne rayera pas tout, ça serait véritablement vous mentir. Et donc je réponds à votre question, Éric, et à celle de M. Pila. Effectivement, ça sera une nouvelle étape, ça sera un nouveau chapitre. Et donc il va s'adresser effectivement de façon différente vis-à-vis des Français, puisqu'il entend, au-delà de pouvoir exprimer clairement ses idées, aussi avoir un caractère fédérateur. Et ça a évidemment du sens. Et donc, il parlera à tous les Français. Donc, ça sera une nouvelle étape, évidemment. Mais je crois surtout que c'est le début d'une superbe aventure. Et je peux vous assurer qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui sont en train de frétiller, qui sont vraiment impatients d'aller au champ. Réaction autour de la table, quand même. Est-ce que Éric Zemmour est capable d'être vraiment rassembleur et fédérateur, Guillaume Roquette, vous qui le connaissez un peu? C'est toute la question, c'est que pour l'instant, il n'avait pas à l'être. Et d'ailleurs, il était journaliste, mais un travail journalistique bien particulier, qui est celui de l'éditorialiste, qui donc travaille dans la réflexion de façon un peu solitaire. Le président de la République, c'est pas seulement celui qui a le bon constat et des solutions à mettre en œuvre pour améliorer la situation de son pays, c'est aussi quelqu'un qui incarne la nation, qui représente les Français. Et c'est vrai que là, Éric Zemmour doit encore démontrer ça. D'autant que, comme il a quand même été extrêmement dur dans son propos, dans son approche, dans son constat sur ce qu'est la situation française, un certain nombre d'électeurs probablement lui ont crédité une forme de vérité dans le propos, mais il y a aussi une forme de dureté. Mais ça, c'est un petit peu comme une pièce, hein. Il y a un envers et un endroit. Est-ce que vous avez autour de vous, Laurent Alexandre, Rachel Binas, croisé des gens qui vous disaient il y a un mois et demi,
intéressant, Zemmour, je vois très bien pour lui, et qui se sont ravisés. Moi, j'en ai croisé un aujourd'hui. Alors moi, je suis très frappé. J'ai vu dans mon entourage proche, qui est plutôt fait de libéraux macronistes, j'ai vu pas mal de gens qui ont été ultra séduits par Zemmour. Au moment de sa croissance stratosphérique, quand il s'est approché de 20%, avec cette campagne absolument éblouissante, bluffante. Et moi, personnellement, j'ai été bluffé également. Et ces gens dans mon entourage qui allaient voter Zemmour, en 15 jours, ils ont abandonné cette idée de voter Zemmour. Quand la campagne de Zemmour a commencé à s'infléchir, quand il est arrivé sur ce toboggan mortifère qui va peut-être s'arrêter dans les jours qui viennent, il va peut-être se ressaisir, eh bien finalement, ils ont abandonné l'idée de voter pour Zemmour parce que trop clivant, trop dur, trop violent, trop excessif. Et effectivement, on peut se demander si Zemmour n'a pas gâché une opportunité absolument extraordinaire de changer le jeu et d'être au second tour. Parce que si il n'était pas rentré dans cette phase autodestructrice, car en réalité, Zemmour s'est autodétruit en 15 jours. S'il n'était pas rentré dans cette phase autodestructrice, il était au deuxième tour. Et un deuxième tour Macron-Zemmour aurait eu des conséquences politiques majeures. Malheureusement, Zemmour est un petit peu comme le scorpion de la fable de La Fontaine, le scorpion et la grenouille. Il ne peut pas s'empêcher de piquer. Or, pendant une campagne présidentielle, il faut être plus câlin, plus gentil. Et donc c'est trop tard pour vous, il a gâché sa chance. Il s'est gâché la chance. Aujourd'hui, Zemmour est en train de s'autodétruire. Va-t-il arrêter ce processus d'autodestruction ou pas? C'est toute la question. Parce qu'on est encore à 5 mois de la présidence. En tout cas, moi, j'observe vraiment un changement d'attitude radical depuis 15 jours dans mon entourage. Il ne faut pas oublier quand même que cette campagne, et comme toutes les autres, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il ne faut pas enterrer trop vite ni les partis, ni les candidats. Il reste encore, même si l'élection paraît être demain, il reste un petit peu de temps. Mais là, en fait, Zemmour va être confronté à 3 obstacles qu'il a déjà commencé à identifier, mais qui vont être beaucoup plus prégnants. Le premier, c'est celui du financement. Le financement va être compliqué, ne serait-ce que parce qu'une loi en 2019 a rendu extrêmement difficile le financement des campagnes par, on va dire, pour des petits partis ou des petits candidats. Une loi sur laquelle on pourra peut-être revenir dans une autre émission. La deuxième, ce sont les parrainages, les fameuses signatures, les 500, qui sont extrêmement difficiles à avoir. On l'a déjà dit, 1981, Jean-Marie Le Pen n'arrive pas à les avoir. Une vingtaine d'années plus tard, Chevènement y arrive et c'est très difficile malgré son ancrage. Et 2017, si Mélenchon les a, c'est parce que le PC les lui donne. Donc ça va être extrêmement compliqué. Et le dernier point, c'est la fameuse question du comment en politique. C'est-à-dire ne pas nous dire seulement ce qu'il faut faire, ce qu'il convient de faire, mais comment on le fait, comme disait Raymond Aron dans ses mémoires. Et c'est sur ces 3 axes-là qu'il va falloir que Zemmour passe la seconde. Mais là, le fait de se déclarer, ça peut l'aider d'ailleurs pour les financements, le parrainage. Il peut plus librement appeler des donateurs à financer la campagne. Ça peut changer beaucoup les choses. Un peu ou beaucoup. Ça peut changer les choses à condition qu'il arrive à créer un nouvel élan. Parce que mettez-vous à la place des maires qui hésitent à donner leur parrainage. Ils se disent, si vraiment ça tourne pas bien, mes électeurs vont me reprocher de m'être engagé sur une candidature sans lendemain. Je voudrais juste prolonger d'un mot ce que disait Laurent Alexandre quand il dit Éric Zemmour s'est autodétruit. Ce qui est vrai, c'est qu'il a lui-même nourri des polémiques qui lui ont fait beaucoup de mal sur des sujets qui n'ont rien à voir avec cette élection. C'est-à-dire que si c'était sur l'immigration qui s'était autodétruit, on aurait pu dire c'est normal, c'est sur le cheval de bataille. Mais non, c'est sur l'histoire de Pétain et les Juifs, c'est sur l'histoire des femmes, c'est-à-dire des thèmes qui, a priori, n'ont rien à voir avec la campagne. Donc là, ou bien il arrive à combler ces voies d'eau, c'est-à-dire que y compris d'ailleurs en faisant, à mon avis, amende honorable, en disant je comprends très bien que vous ne soyez pas d'accord avec moi, l'histoire n'est pas une science exacte, et d'abord, ce n'est pas le sujet de cette campagne, mais s'il n'arrive pas à sortir de là, ça va devenir problématique. Mais ce qui est incroyable, c'est que c'est lui-même, en fait, qui a instillé ces éléments-là dans la campagne, même s'il lui dit qu'on les lui a resservis souvent. Mais il aurait pu dire, OK, je me suis trompé, j'ai eu tort, et on tourne la page. Guillaume a entièrement raison. Pétain, c'est une bombe qu'il a allumée lui-même. C'était une pure folie de cette réhabilitation de Pétain par Zemmour, et il aurait dû s'excuser, revenir en arrière. Or, il ne s'est pas excusé, et il y a peu de Français qui vont considérer qu'il a raison de réhabiliter Pétain. Mais ça montre quand même que la présidentielle en France, encore une fois, c'est quelque chose qui est quasiment inégalé dans le monde, peut-être avec les États-Unis. C'est féroce. Et il y a quelque chose qui est un ennemi du candidat, c'est l'orgueil. L'orgueil, et dans ce que dit Guillaume, il a raison.
Il aurait pu écouter, mais c'est une tête dure, Éric Zemmour. Et au mois de juin, juillet, août, il n'a pas été dans cette aventure, parce qu'il a pris sa décision quand même il y a longtemps, en se disant « je vais écouter, les gars, je vous rassemble, vous êtes 4-5 amis, qu'est-ce qu'il faut que j'évite ?» Il n'a pas fait ça. Il a commencé en disant « j'assume tout et j'irai encore plus vite ». Bien. Merci les amis. Dans un instant, nous allons parler du cas Marine Le Pen parce que alors là, ça bouge et ça bouge même beaucoup. Mais tout de suite, comme il est 23h sur LCI, c'est les infos, c'est le journal. Et on fait le point sur la situation sanitaire. Le variant Omicron est hautement transmissible. Il exige une action urgente. Voilà ce qu'ont déclaré les ministres de la Santé des pays du G7 après une réunion convoquée par Londres. Quelques jours à peine après sa découverte officielle en Afrique du Sud, des cas de ce nouveau variant font leur apparition un petit peu partout dans le monde. Alors on va faire le point ce soir. Que sait-on de sa contagiosité et plus important encore de sa dangerosité? Les explications Caroline Dale et Joséphine Devambé. C'est une course contre la montre qui s'est engagée dans les laboratoires pour traquer le variant Omicron parmi des milliers de tests positifs. Combien y a-t-il de cas en France? Aucun cas avéré ce soir, mais les prélèvements de 8 personnes sont en cours d'analyse. Toutes sont positives au Covid et reviennent de pays où le variant a été détecté et toutes sont en quarantaine, le temps d'obtenir le résultat. Cette traque de variants est en fait permanente. La semaine dernière, il y avait 3000 prélèvements passés en PCR qui étaient avec un profil qui pouvait être autre chose qu'un virus Delta. Et parmi eux, donc, il y a un certain nombre de séquençages en urgence qui sont réalisés. Combien de temps faut-il pour identifier ce variant? Heureusement, Omicron est sensible aux tests. Lorsqu'un antigénique est positif, un test PCR est effectué. S'il est positif, il passera sur des machines de criblage, donnant des indices sur le variant. S'il ne s'agit pas du Delta, alors le prélèvement est systématiquement séquencé. Cela prend 2 à 3 jours. Les laboratoires peuvent faire 20 000 séquençages par semaine pour isoler Omicron, même si on ne connaît pas encore sa potentielle dangerosité. Alors pourquoi l'OMS parle-t-elle de risque élevé? Il faudra 2 à 3 semaines pour savoir notamment si les vaccins sont efficaces. Pour le Conseil scientifique, la 3e dose est primordiale. Le fait de faire un rappel et d'augmenter le taux d'anticorps qu'on a fait qu'on pourra répondre mieux aux variants. D'autant que la priorité en Europe reste la même, freiner la nouvelle flambée du variant Delta. L'OMS parle d'un risque très élevé, mais pour Joe Biden, il n'y a pas lieu de paniquer après une gestion chaotique des premières vagues par Donald Trump. Le président américain a pris la parole tout à l'heure. On l'écoute. Ce variant est préoccupant, mais il n'y a pas de raison de paniquer. Nous disposons des meilleurs vaccins au monde, des meilleurs médicaments, des meilleurs scientifiques, et nous en apprenons davantage chaque jour. Nous combattrons ce variant par des actions scientifiques, bien informées et rapides, pas par le chaos et la confusion. Et en Afrique du Sud, là où a été identifié le variant pour la première fois, les files d'attente s'allongent devant les centres de vaccination. Image ici de ce centre au Cap où l'on peut recevoir son vaccin sans avoir à descendre de son véhicule. La Chine a par ailleurs annoncé qu'elle garantirait la livraison d'1 milliard de doses de vaccins supplémentaires au pays. Retour en France avec de la politique. La majorité présidentielle a lancé ce soir sa maison commune. Elle regroupe La République En Marche, le MoDem, Agir et Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Une association politique pour préparer la présidentielle et les législatives de 2022. L'objectif de la maison commune, c'est à la fois de montrer le rassemblement qui s'opère et d'offrir les perspectives du dépassement dans le cadre des échéances qui viennent, présidentielles et législatives. C'est l'occasion de montrer ce que nous sommes, de montrer que nous sommes ensemble et par ailleurs que cette maison est ouverte à d'autres. Là, ce sont des femmes, des hommes qui s'engagent dans l'élection présidentielle et qui s'engagent pour construire ensemble un projet pour la France. C'est un renforcement supplémentaire, c'est un regroupement supplémentaire, c'est un rassemblement supplémentaire. Cette union, elle va servir bien sûr à soutenir le candidat, elle va soutenir à gagner la législative. Ce soir, ce n'est pas un parti, c'est une équipe. 5 ans de prison, dont un ferme requis contre François Fillon, 375 000 € d'amende aussi contre l'ancien Premier ministre pour l'emploi supposé fictif de son épouse Pénélope Fillon. Pénélope Fillon, elle qui est visée par 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 € d'amende, c'est ce que les magistrats ont demandé.
Toujours au chapitre justice, Pierre Ménès, visé par une enquête pour agression sexuelle, enquête en cours depuis le 20 novembre, fait savoir le parquet de Paris. Il est accusé d'avoir agressé sexuellement une hôtesse d'accueil lors du match PSG-Nantes. Celle-ci aurait signalé les faits à la police sans porter plainte au moment des faits. Les investigations ont été confiées au premier district de police judiciaire. Et de 7 pour Lionel Messi, 7 ballons d'or. Et le dernier vient tout juste de lui être remis au Théâtre du Châtelet à Paris. L'Argentin qui joue au PSG depuis peu a devancé le Polonais Robert Lewandowski. Côté femmes, c'est l'Espagnol Alexia Putellas du FC Barcelone qui a remporté le 3e ballon d'or féminin de l'histoire. Voilà, et puis une petite image sympathique, Eric, pour terminer. On parlait de Joe Biden tout à l'heure. Une image qui devrait vous plaire, vous qui aimez beaucoup la déco. Voici l'intérieur de la Maison Blanche. De chez les Biden ? De chez les Biden, oui. Aux couleurs de Noël. Beaucoup de guirlandes, de pain d'épices. C'est un peu plus sobre chez vous, Eric ? Là, je trouve que c'est un peu surfait, oui. Un peu surfait. Voilà, une grande partie de la déco qui a été laissée aux soins de Jill Biden. Mais je ne la prendrai pas comme chef décoratrice dans mon pavillon du Sud-Ouest. Et ben moi non plus. Allez, le jingle, me dit-on. Ça ressemble à la maison des Biden chez vous, Guillaume Roquette ? Chez moi, c'est un peu plus grand et un peu plus brillant. Bon, on va parler de Marine Le Pen, car s'il y en a un qui connaît je dirais pas une traversée du désert, mais quelques turbulences, il y en a une autre qui voit sa cote remonter auprès des Français. Mais oui, elle se frotte un petit peu les mains avec ces polémiques qui s'accumulent du côté d'Éric Zemmour. Dernière en date, on en parlait à l'instant, ce doigt d'honneur à Marseille adressé à une manifestante. Elle le dit, c'est pas le geste d'un candidat à la présidentielle et elle appelle le polémiste à se rallier à sa candidature. On écoute Marine Le Pen. La mue de polémiste en candidat à la présidentielle ne s'est pas faite. Éric Zemmour avait lancé sa candidature sur une promesse qui était celle de pouvoir battre Emmanuel Macron et donc de rassembler plus largement que moi. Je crois que cette promesse, aujourd'hui, clairement, n'est pas tenue. J'ai envie de lui dire que, après tout, on peut servir son pays de 1000 façons, dans 1000 fonctions autres que celle de candidat à la présidentielle. On va continuer à parler de Marine Le Pen parce que je trouve qu'elle a très bien réglé sa campagne et son discours vis-à-vis d'Éric Zemmour. Mais juste une chose, on vient d'apprendre de façon tout à fait officielle, c'est confirmé par le service politique de LCI à l'instant, on vient de me le dire dans l'oreillette, car j'ai une oreillette, mesdames, messieurs, on vient d'apprendre qu'effectivement, Éric Zemmour annoncera sa candidature à l'élection présidentielle demain à midi, à travers une vidéo apparemment. Donc voilà, c'est officiel. Nous vous le disons de façon tout à fait officielle. Ça ne va peut-être pas changer votre nuit, mesdames, messieurs, mais il y en a certains qui attendaient ce moment depuis des jours, des semaines. N'est-ce pas, Guillaume Roquette, commentaire ? Oui, c'est évidemment un moment important. On disait qu'Éric Zemmour pouvait attendre le temps qu'il voulait pour présenter sa candidature et qu'il était maître des horloges. C'est un peu moins vrai depuis quelques jours. Il a impérativement besoin d'essayer de rebondir, de créer... espère-t-il en tout cas une nouvelle dynamique, et pour ça il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une, c'est de se déclarer. Il n'y a pas de date symbolique, demain 30 novembre, non il n'y a rien, 30 novembre, non il n'y a rien. Ouais. C'est le jour de la paye, mais c'est tout. C'est le jour de la paye, c'est le jour de la paye. C'est le jour de la paye, oui, une candidature résolument sociale du candidat Zemmour qui veut le jour de la paye marquer son... C'est absurde. Mais d'autant pensaient qu'il n'allait peut-être même pas se présenter. Certains expliquaient, mais est-ce qu'il ne songe pas peut-être même à faire marche arrière, voyant justement que les choses ne tournent pas extrêmement bien. Bon, a priori, ce n'est pas le cas. Et donc, il confirme cette ambition qui est la sienne. Je suis simplement un petit peu surprise par le modèle, c'est-à-dire la vidéo. On pouvait imaginer peut-être autre chose, sachant qu'il a décidé comme ça de repousser un petit peu à chaque fois, de gagner quelques semaines, quelques mois. On verra ensuite si en effet l'émission qui suit est bien maintenue, ce qu'il a annoncé autour de sa candidature. Mais c'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'il a tardé à l'annoncer, cette candidature. Est-ce qu'il y a eu un moment de doute quand même, quand il a vu les sondages s'effriter, ou il a toujours su qu'il allait aller jusqu'au bout, mais il voulait attendre le plus longtemps possible? Je ne sais pas. Moi, j'avais le sentiment qu'il avait une certitude, une conviction absolue, mais ça, c'était au début de sa campagne. Et d'ailleurs, quand il progressait dans les sondages, il disait oui, mais ça veut dire que mon diagnostic était juste, et donc entre
guillemets, tout se déroulait comme prévu. Et donc, l'aboutissement de ça, c'était logiquement sa candidature. Est-ce que depuis une semaine, il a été en proie au doute? Objectivement, de façon rationnelle, à sa place, on se serait posé la question. Et en même temps, Éric Zemmour a tort ou a raison. Il est convaincu qu'il a une espèce presque de mission, même si ce mot peut paraître un peu emphatique, à remplir. Et donc, je le vois mal, je le voyais mal, et de toute évidence, ça n'est pas le choix qu'il a fait, reculer, même si c'est vrai qu'il y a plus d'interrogations autour de cette candidature aujourd'hui qu'il y en avait il y a encore 15 jours. On va prendre Stéphane Ravier au téléphone, mesdames, messieurs. Pourquoi Stéphane Ravier? C'est un parlementaire des Bouches-du-Rhône, marseillais, élu du Rassemblement national, vous le savez. Alors vous dites Zemmour, Rassemblement national, bon, il va dire du mal de Zemmour, mais c'est pas si simple que ça, car Stéphane Ravier faisait partie de ceux qui ont reçu et accompagné Éric Zemmour lorsqu'il est venu à Marseille à la fin de la semaine dernière, vendredi. Stéphane Ravier, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. D'abord, expliquez-moi. Moi, j'étais très surpris. Vous savez, j'étais tranquillement au week-end. J'ai arrêté de regarder LCI. Et puis, paf, le soir, je vois des images avec Zemmour et vous. Et je me suis dit, attends, on récapitule. Marine Le Pen et Zemmour sont donc électoralement plutôt des adversaires. Qu'est-ce que fiche Ravier avec Zemmour? Voilà où j'en étais. Alors, M. Brunet, j'ai accueilli effectivement Éric Zemmour, mais je ne l'ai pas accompagné. La différence est importante. Je l'ai accueilli parce qu'il m'avait lancé un défi à la pétanque. Le Parisien supporter du PSG lançait un défi à la pétanque au Marseillais supporter de l'OM que je suis. Donc je ne pouvais pas me défiler. Mais il y a eu un temps de Parisien, il a fait très mauvais à Marseille, il a beaucoup plu, nous n'avons pas pu faire cette partie de pétanque, mais je l'ai quand même accueilli parce que je l'ai accueilli, je dirais, en ami. Il y a 3 ans, j'avais invité Éric Zemmour à Marseille pour la présentation de son livre. Il était encore seulement un journaliste, un historien. Les choses ont manifestement changé. Personne ne peut l'ignorer. Mais je l'ai accueilli, non pas en politique, mais en ami. Moi, j'ai quand même une ambition politique derrière Stéphane Ravier. Stéphane Ravier, est-ce que derrière, il n'y avait pas une logique quand même de rassemblement? On l'a entendu, Marine Le Pen qui appelle Éric Zemmour à la rejoindre. Est-ce que ce n'était pas un peu ça l'objectif quand même derrière? Alors, je vous disais que moi, je l'ai accueilli en ami et je suis fidèle en amitié. Pendant des années, lorsque Éric Zemmour officiait sur CNews et qu'il démontrait que nous avions raison dans nos prévisions, dans nos analyses et dans nos propositions, je faisais partie de ceux qui criaient « Zemmour, bravo ». Je n'allais pas soudainement hurler « Zemmour, salaud », parce qu'il avait, semble-t-il, décidé de mener un autre combat, celui du combat politique. Moi, je considère que sa présence désormais dans ce combat doit être une émulation. Voilà, moi, je prends ça comme une émulation. Et ma candidate, je l'ai dit devant Éric Zemmour, c'est Marine Le Pen que j'ai reçue et que j'ai accompagnée la semaine précédente. Donc, effectivement, pour répondre à votre question, moi, j'ai fait savoir, et devant Éric Zemmour, que je m'inscrivais déjà dans une volonté de rassembler toute la famille nationale qui aurait besoin de ce rassemblement dès le soir du premier tour pour battre mon seul adversaire, je dirais, qui, dans les sondages, serait en proie de se qualifier pour le second tour. Donc ce grand rassemblement de toute la famille nationale au sein de laquelle il y a Éric Zemmour et ses soutiens actuels pour que nous puissions battre Emmanuel Macron qui est mon seul adversaire. Et vous y croyez, vous, à ça? Vous pensez qu'Éric Zemmour peut se rallier vraiment à Marine Le Pen? Marine Le Pen, elle dit d'ailleurs, Éric Zemmour ne gagnera jamais. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Écoutez, pour l'instant, les sondages démontrent que celle qui est la mieux placée, c'est Marine Le Pen. Et je suis de ceux qui disent que les analyses, les idées, les propositions et les électeurs n'appartiennent à personne, ni à Marine Le Pen, mais ni à Éric Zemmour. Et tout porte à croire que c'est Marine Le Pen qui est la mieux placée, non seulement pour se qualifier au second tour, mais pour l'emporter. Donc au soir du premier tour, les électeurs n'appartiendront pas, les électeurs qui se seront portés sur la candidature d'Éric Zemmour n'appartiendront pas à Éric Zemmour. Et je les appelle, moi, déjà, à se souvenir que l'adversaire, c'est Emmanuel Macron. Et qu'il faut donc se garder entre nous, dans cette famille nationale, de s'invectiver, de s'envoyer des mots aigres-doux. Pour que ce rassemblement des électeurs
au-delà des candidats, des électeurs, puisse se faire de la façon la plus vaste possible. Éric, Stéphane Ravier, j'entends ce que vous dites. Vous avez échangé vendredi soir lorsque vous êtes allé accueillir Éric Zemmour. Est-ce qu'il vous a semblé déterminé? Est-ce qu'il vous a donné des informations? On sait depuis quelques minutes de façon quasi officielle qu'Éric Zemmour va annoncer sa candidature demain, dans la journée de demain. A priori, ce serait vers midi à travers une vidéo. Est-ce que vous l'avez senti déterminé? Vous avez eu des échanges sur ce sujet? Nous sommes restés dans la cathédrale de la Major que nous avons visitée et que nous avons, qu'il a découvert, dont nous lui avons raconté l'histoire. C'est sur ce sujet-là et sur les racines chrétiennes de Marseille et de la France que nous avons discuté. Et puis nous sommes sortis et c'est à ce moment-là que vos confrères nous ont interrogés. Non, nous n'avons pas évoqué la campagne électorale, nous n'avons pas évoqué son possible retrait, mais j'ai quand même senti, vous l'avez entendu devant vos confrères, qu'il était déterminé. Preuve en est que son annonce de candidature devrait intervenir demain. Bien, merci Stéphane Ravier. On est tous à vos côtés, on mesure le froid qu'il doit faire ce soir à Marseille, parce que quand je vois votre pull col roulé digne d'une soirée d'hiver à Courchevel, je me dis que ça doit cailler très sérieusement ce soir dans les Bouches-du-Rhône. Il fait beaucoup de vent. Merci, monsieur le sénateur. Ça serait pas mal, d'ailleurs, dans les prochaines minutes, qu'on joigne Valeurs Actuelles et les journalistes politiques de Valeurs Actuelles. On va l'avoir dans un instant. Ah, il sera avec nous? Mais juste avant, une petite question, parce que pour remporter une élection, il faut être entouré. Là, on a l'impression que sa campagne, elle est un peu centralisée sur Sarah Knafo, sa conseillère, sa compagne aussi. Et des petits jeunes. On voit beaucoup, nous, sur LCI, des jeunes de 25 ans. C'est d'ailleurs toujours eux qui nous répondent, les amis de Zemmour, les associations des amis de Zemmour. Est-ce qu'il y a d'autres personnes autour d'Éric Zemmour, des soutiens de plus grande envergure? Ils nous répondent, c'est vrai, et ils ne savent pas grand-chose. Ils étaient incapables de nous donner ces dernières semaines des informations sur la date de la candidature. Ils n'avaient pas grand-chose à nous mettre sous la dent. Ils sont souvent assez brillants. Pour des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience encore en politique, ils sont souvent brillants. Et c'est assez remarquable parce que des jeunes brillants dans les partis politiques, il n'y en a pas tant que ça. Or, ils sont extrêmement jeunes, parfois moins de 20 ans, et ils ont une bonne répartie, ils ont des analyses politiques qui sont plutôt subtiles. Renaud, vous vouliez réagir sur ce sujet. Est-ce qu'il n'est pas un peu seul, trop seul, Éric Zemmour, pour espérer l'emporter? Écoutez, pour l'instant, effectivement, il n'a pas beaucoup de monde autour de lui. Il a des amis. Notamment, il avait un ami, Philippe de Villiers, qui pendant des années, enfin en tout cas depuis 2-3 ans, dînait régulièrement avec lui, avec Patrick Buisson, avec Éric Zemmour. Ils étaient 3 ou 4 et il le poussait. Éric, vas-y, tu pourrais être candidat à la présidentielle. Et au moment où Éric Zemmour va se lancer, eh bien Philippe de Villiers lui fait défaut. Et d'ailleurs, Éric Zemmour a dit hier sa déception, le fait que Philippe de Villiers ne le soutienne pas, et d'ailleurs ne sera pas la semaine prochaine au meeting au Zénith. Il est très seul pour l'instant. Il n'y a eu évidemment aucun ralliement des Républicains, aucun. L'entourage d'Éric Zemmour avait fait fuiter il y a quelques jours, par exemple, qu'un Éric Ciotti pourrait les rejoindre, mais jamais de la vie. On reparlera d'Éric Ciotti tout à l'heure. Alors lui, maintenant, il est sur un petit nuage, parce que sa campagne au sein des LR se passe bien. Donc oui, c'est un homme seul, et ce n'est pas l'un des seuls problèmes pour l'instant pour Éric Zemmour. Mais j'aimerais vous soumettre, dernière chose, cette question. Éric Zemmour est monté à 17-18% dans les enquêtes d'opinion. Ça veut dire que son diagnostic sur immigration, insécurité répond à une demande politique. Il a fait baisser Marine Le Pen, il a fait baisser le candidat, il a fait baisser de 7 points Marine Le Pen. Si effectivement il est, hypothèse, ce qui n'est pas sûr, encore une fois, on verra dans les 15 jours qui viennent, sur une pente glissante, voire un toboggan, que vont devenir ces 6, 7, 8, 9, 10% de Français qui, je peux vous le dire, vont être extrêmement déçus. Une nouvelle fois, après Marine Le Pen, ils vont se dire « Éric Zemmour, on avait un espoir, patatras, il n'est pas crédible, il n'est pas compétent ». Cette droite filloniste, cette droite dure, comme vous l'appelez, cette droite identitaire, une fois on n'y arrivera jamais. Où vont aller ces électeurs? Comment Marine Le Pen peut les récupérer? C'est une question qui me semble essentielle. Merci Renaud, vous restez avec nous. Nous sommes en ligne avec Jules Torres. Jules Torres est journaliste à Valeurs Actuelles. C'est lui qui est l'un des premiers à avoir tweeté tout à l'heure, il y a quelques minutes, cette information. Éric Zemmour pourrait donc annoncer sa candidature demain à midi. J'ai utilisé le conditionnel. Jules Torres, bonsoir. Vous l'utilisez pas, le conditionnel?
Ah non, pas du tout. Alors, on peut le dire officiellement ce soir. Éric Zemmour, il annoncera sa candidature, sa candidature dans une vidéo qui paraîtra sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, et qu'il diffusera ensuite avec l'aide de son équipe de communication sur les réseaux sociaux. Dans l'après-midi, pour l'instant, on n'a pas le programme établi, mais je pense qu'il fera quelque chose. Et ensuite, il se rendra pour un entretien dans un journal télévisé, on ne sait pas encore lequel, mais il annoncera ça donc demain midi, en effet. D'accord. Vous dites demain à midi ou demain après-midi la vidéo officielle de l'annonce d'Éric Zemmour? Demain à midi, alors peut-être pas midi pile, mais midi 05, midi 04, mais ce sera aux alentours de cette heure-là, sachant que la vidéo a déjà été enregistrée. Ça fait quelques jours que les équipes d'Éric Zemmour parlaient d'une vidéo. On n'était pas encore sûrs, nous, les journalistes. On pensait notamment à ce qu'il fasse un déplacement dans une petite ville avec les classes populaires et qu'il emmène des journalistes avec lui pour faire une sorte d'image, une symbolique pour sa campagne, mais finalement non, ce sera donc une vidéo qui paraîtra demain à midi aux alentours. Sur la forme, une vidéo de combien de minutes? Est-ce qu'on a plus de précision là-dessus? On n'a pas du tout de précision, mais ça devrait durer une dizaine de minutes. Il annoncera sa vision pour la France, j'imagine quelques propositions, et évidemment, il a déjà annoncé qu'il sera au Zénith le 5 décembre, où là, il lancera vraiment pour le coup son parti, il lancera une campagne d'adhésion pour son parti, et il donnera également le slogan et le logo. Ça, c'est important. Vous dites une dizaine de minutes. Il y a des éléments programmatiques à l'intérieur. Il ne va pas faire que acte de candidature. Il va essayer de déployer un début d'architecture, de programme politique. J'imagine évidemment. Vous savez, Éric Zemmour, depuis début septembre, il a mené une pré-campagne. Et la semaine dernière, nous, on a écrit un article dans Valeurs Actuelles qui recensait le nombre de propositions qu'il a émises depuis début septembre. Et ça se situait autour de 70 propositions. Alors, c'est évidemment très large. On a plus sur des sujets qu'il préfère, l'immigration, la sécurité ou sur l'islamisme, enfin la progression de l'islamisme en France. Mais évidemment, donc dans cette vidéo, il y aura son référendum sur l'immigration, son programme sur les étrangers, sur les expulsions. Évidemment, il s'en prendra à Emmanuel Macron, peut-être, on ne sait pas, aux candidats de la droite, parce qu'on sait qu'il y a très bientôt le vote pour le congrès des LR. Et évidemment, Marine Le Pen, qui est toujours son ennemi numéro 1 dans ce bloc du camp national. Merci beaucoup. Merci. On sait que vous devez boucler le journal, donc on vous libère. Merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes. Guillaume Roquette, on est un peu surpris par la forme, une vidéo de 10 minutes. C'est vrai que Jules Torres l'évoquait, on imaginait peut-être plutôt un déplacement, qu'il officialiserait sa candidature à cette occasion. Finalement, une vidéo de 10 minutes, donc demain midi, sur les réseaux sociaux. Oui, je ne sais pas ce qui a présidé à ce choix, mais si on raisonne, on vient de passer quelques minutes pour parler de ce déplacement qui n'a pas vraiment été facile à Marseille. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'extrême gauche, ce qu'on appelle les antifas, qui sont aussi antifascistes que moi je suis dans ces étoiles, traquent Éric Zemmour dans tous ses déplacements, essayent de le déstabiliser par des mesures de harcèlement. Donc c'est quand même pas évident. Vous n'imaginez quand même pas un candidat à la présidentielle se déclarer devant des huées, devant des gens qui agitent des casseroles ou qui brandissent des pancartes hostiles. Donc c'est peut-être une première raison. Et puis la seconde raison, c'est que Zemmour, il a un côté hors système. Et c'est vrai que, notamment par rapport au monde officiel, celui de la vie politique classique, avec des meetings, avec des relais de ses collaborateurs, lui n'a pas tout ça. Et donc, c'est un moyen peut-être de court-circuiter le système que d'aller directement sur les réseaux sociaux à travers une vidéo. Est-ce qu'il y a une chance qu'avec cette candidature d'Éric Zemmour officielle demain à midi, Rachel Binas, il accélère un peu sa campagne? Je veux dire, parce que là, franchement, en termes de ralliement, c'est tellement nul, tellement mauvais que c'en est presque décrédibilisant pour lui. Il n'y a personne d'un certain niveau des Républicains ou du Rassemblement national qui l'a rejoint.
Bon, les personnalités politiques, on attendait Philippe de Villiers, on en a parlé ce soir. Bon, il vient pas. Bah, franchement, l'affiche n'est pas très glamour. D'ailleurs, il a bien raison de faire une vidéo. J'imagine qu'il va être tout seul derrière un pupitre. Parce que s'il avait eu des ralliements, il aurait fait quelque chose d'un peu plus ample, d'un peu plus large, sur une estrade, avec des hommes, des femmes autour de lui, de tous âges, de toutes couleurs. Là, rien du tout. Il choisit, à mon avis, le mode d'expression minimaliste de la vidéo, parce qu'il n'a pas grand-chose à montrer. Est-ce que ça peut changer ? Ça peut changer, mais ça va être extrêmement difficile parce que souvenez-vous, il y a encore quelques semaines, quelques mois, on était persuadé qu'il allait opérer quand même une petite saignée au sein des Républicains et que certains iraient le rallier. C'est pas du tout le cas. Pour le moment, il n'arrive pas non plus à ouvrir, on va dire, sa base électorale, qui est plutôt CSP+, pour aller vite, alors que Marine Le Pen bénéficie encore de la stratégie Philippot, et elle a réussi à nouer un lien avec les classes modestes. Donc c'est beaucoup de défis, en effet, pour Éric Zemmour. Peut-être que la vidéo, c'est aussi ça, c'est montrer que non, il n'est pas seulement le candidat d'une élite, mais il veut parler à tous les Français de la manière la plus large possible. Mais c'est aussi, vous l'avez dit, l'illustration d'une certaine solitude. Et d'ailleurs, Marine Le Pen le dit, Renaud, je vous fais réagir juste après, elle le dit, Éric Zemmour ne gagnera jamais parce que les classes populaires ne l'identifient pas. Et quand on regarde le sondage IFOP qui a été publié ce week-end sur les catégories, le vote des catégories populaires, ils sont 28% à voter pour Marine Le Pen, 18% pour Emmanuel Macron et 17% pour Éric Zemmour. Donc on sent, Renaud, vous vouliez réagir, que c'est pas encore tout à fait acquis pour lui. Effectivement, il va falloir qu'il élargisse un petit peu sa base électorale. Bah oui, c'est l'objectif, hein, élargir sa base électorale. Ce qu'il y a d'intéressant dans le sondage IFOP du JDD, c'est que la grande question, encore une fois, c'est de savoir s'il va y avoir un transfert, si jamais il continuait à baisser, hypothèse, entre les intentions de vote Zemmour et les intentions de vote Marine Le Pen. Je vous rappelle que Marine Le Pen était à 25, 26, 27 il y a 5 ou 6 mois. C'est son objectif. Elle espère même un effondrement d'Éric Zemmour et au mois de février, elle espère repasser devant Emmanuel Macron. Hier, dans le sondage, les points perdus par Éric Zemmour sont exactement les points gagnés par Marine Le Pen, notamment dans les catégories populaires. Ceux qui étaient passés chez Éric Zemmour sont en train de repasser chez Marine Le Pen. Deuxième point, vous parlez de la vidéo. Pourquoi une vidéo ? Eh bien, une vidéo, je suis désolé, mais vous pouvez la refaire si elle n'est pas bonne. Vous pouvez la refaire. Or, cette vidéo, avec les réseaux sociaux, elle va être vue des dizaines, voire des centaines de milliers de fois. Et une vidéo doit lui permettre, mais d'incarner la fonction. Le problème, c'est qu'il a tout fait comme un polémiste jusqu'à maintenant. Il ne s'est pas dit, mais mince, dans 15 jours, je suis candidat. Un candidat, ça doit quand même avoir une certaine allure. Donc, dans cette vidéo, il doit commencer à incarner, c'est-à-dire des gens qui pensent, soit il gardera que des gens qui veulent faire un cri de colère, comme pour Jean-Marie Le Pen, et là, vous tombez à 7, 8, 9, le cri de colère. On vote Zemmour pour dire au système et montrer nos idées. Et là, vous baissez considérablement. Soit il veut essayer de garder des gens qui disent qu'il peut être président. Et là, franchement, il a un boulot énorme. Donc la vidéo demain, j'espère qu'elle sera, pour lui, impeccable. Impeccable pour faire effacer ce doigt d'honneur. Est-ce que, Laurent Alexandre, même question, est-ce que vous pensez que cette candidature n'est pas une candidature finalement un peu désespérée pour tenter d'effacer ce que vient d'évoquer Renaud Pilat? Moi, sans ralliement, très clairement, sans ralliement, ça me paraît très difficile. Nous savons tous autour de cette table que quand Zemmour était à 18-19, approchait de 20, des gens à droite ou LR se posaient la question de trahir LR pour aller chez Zemmour. Mais très peu, Laurent Alexandre. Il y en a quelques-uns, un petit peu. Oui, Guillaume Pelletier notamment. Quatrième couteau. Trahir pour Zemmour quand il est à 20%, c'est envisageable. Trahir pour Zemmour quand il est à 13 ou 14, terminé. C'est terminé. On ne va pas trahir pour quelqu'un qui ne sera pas au second tour. Donc en réalité, en s'autodétruisant quand il s'est approché de 20% par ses positions trop clivantes, il a exclu les ralliements. Il reste un homme totalement seul, polémiste brillant, mais qui n'a personne autour de lui. D'ailleurs, dans l'histoire politique française de la 5e, on n'a jamais vu un homme politique arriver à la présidentielle en étant aussi seul. J'en ai un, moi. Macron. Donald Trump, vous allez dire, Éric ? Marcel Barbu en 1965. Mais Barbu n'était pas à cet étiage-là, il était beaucoup plus bas. Alors justement, comment est-ce qu'il peut espérer
regagner des soutiens. Est-ce qu'il va, vous pensez, avec cette officialisation de sa candidature, commencer à parler d'autres thèmes que ces marottes, l'immigration? Est-ce qu'il va devoir commencer à se positionner sur les questions de pouvoir d'achat, l'environnement? Les Zemmour et les éoliennes. Voilà. Zemmour et les cantines scolaires. Zemmour, il y a des tas de sujets. Je pense que c'est un chemin étroit parce qu'il a déjà répondu quand on lui posait des questions trop précises sur des mesures techniques qu'il pourrait prendre ou comment est-ce qu'il réagirait à la place du gouvernement face à tel ou tel problème. Ça n'est pas du niveau du président de la République. Et il me semble que ce type de réponse peut être plutôt mis à son crédit. C'est-à-dire qu'il ne va certainement pas se transformer en spécialiste qui a un point de vue sur tous les sujets. Il y a des intelligences qui sont formées pour ça. Emmanuel Macron est absolument exceptionnel. Vous vous souvenez, pendant tous ces débats après les Gilets jaunes, pendant les États généraux, quel que soit le sujet, il était incroyablement technique. Zemmour ne sera pas comme ça. Et je pense qu'il ne va pas se refaire. Mais bien sûr qu'il faut qu'il montre qu'il n'est pas capable de parler seulement d'immigration et d'insécurité, même si ça va rester le point dominant de sa campagne. L'une de ses thèses, je ne sais pas s'il a raison, mais quand on voit les débats des Républicains, on peut penser qu'il n'a pas complètement tort, c'est qu'il y a toujours un thème qui s'impose dans la campagne et qu'il faut essayer d'être celui qui, justement, impose ce thème. Bon, ça, pour le coup, c'est plutôt réussi, parce qu'il a construit son succès même passager là-dessus, et il a quand même droitisé la campagne des Républicains. Juste un point pour compléter, sur le problème des ralliements, on aura aussi une vision plus précise quand on connaîtra le candidat des Républicains. Oui. Selon que c'est Éric Ciotti ou Xavier Bertrand ou Michel Barnier qui est le représentant des LR, ça peut avoir éventuellement un impact. Ce qui lui ferait plus de mal, c'est un Éric Ciotti qui remporterait éventuellement. Ah oui, à Zemmour, oui. Ah bah c'est certain. Ah bah là, ça plie le match. Je ne sais pas comment il ferait, parce qu'effectivement, si on a Marine Le Pen, Éric Zemmour et Éric Ciotti candidats à la présidence de la République, on savait que la France se droitisait, mais là, ça commence ça se verrait vraiment très fort. Je tiens à vous dire une chose. On vient de m'annoncer dans l'oreillette, car j'ai une oreillette. On l'a compris, Éric. On vient de m'annoncer. Non, écoutez bien que notre service politique, depuis une demi-heure, que nous savons de façon très officielle qu'Éric Zemmour annoncera demain à midi sa candidature à travers une vidéo à l'élection présidentielle. Donc notre service politique essaie de joindre les soutiens d'Éric Zemmour. Or, on vient de me dire qu'aucun ne souhaite parler. Ils ont tous ordre de ne pas parler ce soir. Donc ça corrobore bien ce que nous disons depuis une demi-heure. Et autre information. Attention, j'ai une autre information. Éric Zemmour, on disait qu'il allait donner une interview, sa première interview de candidat donc, à un grand journal. Ce sera donc sur TF1. Demain, journal de Gilles Boulot, dans le journal de 20h. Renaud Pilat, vous vouliez réagir? Ça lui ouvre les portes aussi des grands médias, j'allais dire, des grandes interviews de candidats. Ça y est, il fait partie des candidats à la présidentielle. Et ça, cette invitation au journal de TF1, ça marque un peu le coup, Renaud. Oui, bien sûr. Il entre cette fois dans la cour des grands, c'est-à-dire des candidats. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il a 15 jours, 3 semaines cruciales. Vous savez, ce n'est pas un candidat comme un autre, puisqu'il n'a pas l'expérience de la politique, Éric Zemmour. C'est un polémiste qui doit se transformer en candidat. Lorsque vous avez des mauvaises passes, mais que vous faites de la politique depuis 20 ou 25 ou 30 ans, eh bien, vous avez un parti autour de vous. Vous pouvez souffler une journée. Vous avez, comme dit Éric, vous avez des grands chefs à plumes, vous avez des porte-paroles, vous avez des cadors qui disent « Bon, là, mets-toi en veilleuse 2 jours, il y a eu une mauvaise passe, nous, on y va. » Là, comme il est très seul, vous vous rendez compte ce qu'il fait depuis 2 mois? Donc, il y a la fatigue accumulée, la pression psychologique, la presse people, tout ce qu'il a accumulé. Donc là, il n'a pas de répit, il doit entrer dans une phase médiatique extrêmement importante, d'extrême grande écoute, avec peut-être encore des Français qui ne le connaissent pas. Je peux vous dire que nous, on vit pour les passionnés de politique, tout le monde a l'impression que tous les Français connaissent Éric Zemmour, mais pas du tout. Il y a près de 45 millions d'électeurs. Il y a des millions de Français qui ne s'intéressent pas à l'actualité politique et à la présidentielle, sauf 15 jours avant. Cette fois, il doit faire sa mue et surtout commencer à incarner. Et donc, tous ceux qui disent Éric Zemmour, il peut rester tel qu'en lui-même jusqu'au mois de février-mars, mais la présidentielle, c'est un sport de combat. Et dans les sports de combat, il y a des codes. La maîtrise de soi, le sang-froid, le recul et le flair. Et bien jusqu'à maintenant, le polémiste Éric Zemmour, il est resté polémiste, il a manqué de ces 3 qualités. Désormais, il a demain soir et dans les jours qui viennent, quelques jours pour, d'ici Noël, quand on parlera au réveillon
dans beaucoup de familles politiques, dire bon bah finalement Éric Zemmour il s'est rattrapé. Sinon, ça sera une candidature de témoignage comme on en a connu par le passé. Guillaume Roquette, ça va être passionnant demain, sur ce volet-là, pour les gens qui sont passionnés par la politique française, de voir Éric Zemmour aux 20h de TF1 en candidat. Ça va plus être la même dialectique, ça va plus être les mêmes, vous le disiez à l'instant, ça va être un nouveau personnage, enfin, s'il y arrive. Eh bien oui, c'est tout l'enjeu, parce que il peut y avoir des polémistes qui se déclarent candidats à la présidence de la République, mais il n'y a pas de polémistes au journal de 20h de TF1. C'est justement, et le choix de la chaîne et du rendez-vous est évidemment central. Ça veut dire, je veux parler à tous les gens qui ne me connaissent pas, ou bien qui ont de moi la vision qui inquiète un certain nombre de personnes. Et dans les deux rendez-vous de demain, celui de la vidéo et celui du 20h de TF1, à mon avis, je ne dis pas seulement ça par esprit de corporate, le moment clé, c'est le journal de 20h, parce que c'est là qu'il réussit ou non sa mue. Et ce sera vraiment un moment absolument clé. Peut-être qu'il a dû d'ailleurs précipiter ce calendrier après les événements de ce week-end à Marseille. Et d'accord avec ce que disait Renaud, il a un déficit finalement de notoriété chez une grande partie des Français encore. Nous, on en parle beaucoup parce que on est journaliste et on parle de politique sur ce plateau, mais est-ce que vraiment il a encore des gens à aller chercher qui ne le connaissent pas bien? Il peut encore espérer convaincre avec un grand journal comme avec tout le Barnum depuis 2 mois. Vous dites, il y a encore des Français qui ne connaissent pas Zemmour. Non, mais qui ne connaissent pas, qui peuvent connaître son nom, qui peuvent le reconnaître sur une photo. Vous allez sur un marché ou dans une rue, partout en France, je vous assure, le taux de notoriété, c'est extrêmement long à faire monter. Je vous parle de 45 millions d'électeurs. Je ne parle pas de 8 millions de passionnés de politique, mais qui ont suivi, alors ils le connaissent peut-être de nom et ceci, mais qui ont suivi ces dérapages, qui ont suivi l'actualité, qui ont suivi... au bout de 2-3 jours, on connaît des gens. Ah oui, c'est vrai, il a fait un doigt d'honneur, c'est ça. Il y a beaucoup de Français qui vont demain soir le découvrir avec un JT de très grande écoute où il va devoir montrer, tiens, c'est la présidentielle, il y a un nouveau candidat. Voilà. Et c'est quoi le candidat? Comment il parle? Qu'est-ce qu'il dit? Quel allait? Voilà, tout se voit à la télévision. Donc il a... Demain, c'est crucial. Le meeting, le 5, c'est crucial. Et les 3 dernières semaines avant les fêtes, c'est crucial parce que début janvier, je peux vous dire que c'est une autre histoire qui démarre. On a le tableau de tous les candidats. Et là, je peux vous dire que la dernière ligne droite, c'est l'Himalaya, face nord, sans gants, avec du vent en pleine face. Rachel. Connaître son nom est une chose, en avoir entendu parler, mais le situer politiquement, ça en est une autre. Et en effet, bon nombre de Français sont assez éloignés de ces questions-là. Vous croyez qu'il y a des gens qui pourraient l'imaginer entre Nathalie Arthaud et Mélenchon? Alors, je pense qu'il y a des gens qui simplement ont déjà entendu son nom, savent qu'il est l'objet de polémiques, mais pas plus que ça. Mais le situer sur l'échiquier et, alors je ne vais pas dire connaître une ou deux mesures, puisqu'il n'en propose pas, mais du moins avoir quelques idées sur ces lignes directrices, beaucoup de gens ne l'ont pas. Mais il faut savoir que beaucoup de Français ne savent pas encore pour qui ils vont voter. Là, il y a un biais particulier dans les sondages, parce qu'on s'adresse à des gens qui sont déjà quelque part engagés, du moins curieux, militants, sympathisants, mais qui ont une fibre particulière. Il en manque 50%. Mais il en manque la moitié dans les sondages. La moitié des Français se décidera quelques jours, quelques semaines avant la date fatidique. Et évidemment, ces gens-là, ils ne sont pas dans les sondages puisqu'ils ne savent pas encore pour qui ils vont voter. Donc, ils ne se déclarent pas. C'est la moitié, vous vous rendez compte? La moitié des Français. Et il y a 20% des Français qui se décident 3 jours avant. 20% des Français se décident 3 jours avant. Vous imaginez le combat? En fait, effectivement, Éric Zemmour est de façon récente dans le paysage politique, même si ses livres se vendaient très bien, même si vous êtes bonnes audiences à la télévision. On atteignait, pour son livre précédent, 500 000 ventes, pour ses meilleures audiences télévisuelles, 800 000 personnes. C'est à mettre en parallèle avec les 45 millions d'électeurs. Et puis, il y a l'effet récurrent de la présence qui permet d'imprimer. Marine Le Pen était au grand jury dimanche dernier et j'avais le privilège de représenter mon journal pour l'interroger. Et après l'émission, on lui disait « Mais pourquoi est-ce que vous croyez que c'est vous qui allez l'emporter ?» Elle dit « Parce que moi, je suis là depuis 20 ans. » Et pour elle, alors évidemment, c'était un plaidoyer pro domo, mais c'était important parce qu'il y a une forme de familiarité avec Marine Le Pen. C'est un argument qui, je pense, a son poids, surtout quand on vient en dehors de la classe politique, mais en même temps,
et c'est le cas de le dire, Emmanuel Macron non plus n'était pas très connu des Français quand il s'est lancé. Mais il avait derrière lui des politiques chevronnés, il avait derrière lui une expérience ministérielle, et donc il était au cœur du système. Est-ce qu'Emmanuel Macron, d'ailleurs, n'a pas donné l'illusion que c'était presque facile de partir, j'allais dire de rien, entre guillemets, et de remporter la présidentielle du premier coup? Peut-être qu'Éric Zemmour est en train de se rendre compte que finalement, exercice un peu plus périlleux. D'ailleurs, on a cru que Zemmour allait réitérer l'exploit de Macron il y a 4 ans et demi. Et on se rend compte que c'est plus difficile que ça, parce qu'effectivement, Macron était ministre, avait une très très grande expérience technocratique, et puis il était entouré de premiers couteaux, notamment du Parti socialiste, des transfuges du Parti socialiste. C'est pas du tout le cas de Zemmour, qui est tout seul, qui est très isolé, et qui porte tout seul le poids de la campagne. Et puis donc effectivement, Macron a donné l'illusion que c'était fastoche de sortir de rien et d'arriver au second tour. En réalité, le miracle Macron n'est pas facile à produire. Est-ce qu'on peut mener campagne quand on est seul, quand on est la seule star de son mouvement? C'est pas possible. On s'épuise. C'est trop fatigant. On voit bien que Zemmour porte la campagne tout seul sur ses épaules. Ce n'est pas possible. Personne n'a jamais été au second tour en étant seul. Il est très isolé et il va se prendre les pieds dans le tapis. Parce qu'en réalité, de dire je ne m'occupe pas des petits sujets parce qu'un président de la République ne s'en occupe pas, ça ne tient pas. Tous les lobbies vont lui demander son avis. Le lobby des chasseurs, le lobby des agriculteurs, etc., etc. Il va bien falloir qu'il se technicise, il va bien falloir qu'il réponde. Et là, en étant tout seul, il va craquer. Renaud. Oui. D'un point de vue pratique, effectivement, dans tous les staffs de campagne, vous répondez chaque jour à des dizaines et des dizaines de demandes d'associations notamment. Et vous ne pouvez pas imaginer comme les associations en France, on est un des pays européens où il y a le plus de membres d'associations, ça compte énormément. Il y a toutes sortes d'associations sur tous les sujets. Et dans les staffs de campagne, dans les QG, vous avez en général 5, 10, 15 personnes qui ne s'occupent que des associations, qui ne s'occupent que des élus, qui ne s'occupent que des médias, qui s'occupent des meetings, des financements. Là, une dizaine, une quinzaine maximum de personnes qui en plus ne connaissent pas l'appareil d'État. Ne connaissent pas l'appareil d'État. Emmanuel Macron, mais attendez, ceux qui ont comparé une éventuelle ascension de Zemmour comme de Macron, pardonnez-moi, mais connaissaient assez peu, et je pèse mes mots, la vie politique française. Parce que quand vous connaissez pas l'appareil d'État, vous n'avez pas, alors certains vont hurler face à la caméra, mais que vous n'avez pas des énarques notamment autour de vous, parce que c'est comme ça en France. Quand vous avez des énarques, ils connaissent les juridictions. Quand vous avez une émission, vous dites, moi je vais changer la Constitution. Alors soit vous racontez pour, par exemple, la politique d'immigration ou autre, soit vous racontez n'importe quoi, et dans ce cas-là, vous avez des journalistes qui vont dire vous racontez n'importe quoi, avec du fact-checking maintenant permanent, soit vous avez des juristes, vous avez des gens que vous pouvez appeler. Qu'est-ce que t'en penses? Fais-moi une note. Et là, vous arrivez plus crédible dans une grande émission, dans une émission de grande écoute. Pas tout à fait d'accord avec l'analyse de Renaud, Guillaume. Pour une fois, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse de Renaud, pour 2 raisons. D'abord parce que je peux vous dire, et ça c'est un témoignage vécu, que Éric Zemmour s'intéresse à beaucoup de sujets différents. Il se trouve que nous avons travaillé dans le même magazine pendant 10 ans, et chaque semaine, il faisait sa chronique dans le Figaro Magazine, et donc évidemment il passait d'un sujet à l'autre, et ça l'a forcé entre guillemets à s'intéresser à des thèmes très différents. Mais il disait pas toujours des choses justes. Et puis il y a un autre, il ne disait pas toujours des choses justes. Et si on le fact-checkait, il y avait des erreurs, Guillaume, désolé. Je ne sais pas, écoutez, je tiens à vous dire qu'il y avait une direction de la rédaction assez rigoureuse au Figaro Magazine, mais bon, si vous avez des exemples précis à me donner, allez-y. Non, mais il est libre de ses opinions, mais vous fact-checkez pas tous ses faits quand même. Ce que je voulais dire aussi, c'était que vous avez aujourd'hui ces petits jeunes qui sont autour de lui et qui s'expriment. Vous avez d'autres gens que vous ne voyez pas et qui, depuis plusieurs mois, depuis le début de l'été, travaillent avec lui. Je sais par exemple, et évidemment je ne donnerai pas de nom, qu'il y a par exemple des militaires de haut rang qui viennent de prendre leur retraite, des militaires à la retraite, et qui ont conseillé Éric Zemmour et donc qui l'ont nourri. Il y a aussi des juristes qui l'ont nourri. Alors ces gens-là, et c'est d'ailleurs toute la limite de la candidature d'Éric Zemmour aujourd'hui, ils ne veulent pas le dire. Et donc, peut-être que ça n'ira pas plus loin, mais en tout cas, il a quand même eu le temps de préparer un programme. Je veux dire, c'est vrai que comme il n'y a que lui qu'on entend, on a l'impression qu'il est un peu court. Il y a quand même eu un travail qui a été fait. Je vous rappelle, mesdames, messieurs, si vous venez de zapper sur LCI, que depuis une demi-heure, 3/4 d'heure à peu près, nous avons eu la confirmation qu'Éric Zemmour
allait officiellement annoncer sa candidature à l'élection présidentielle demain à midi. Il va faire cela à travers une vidéo qu'il va diffuser sur les médias sociaux. Vous pourrez voir cette vidéo sur LCI, bien évidemment, dès lors qu'elle sera publiée demain. Et à 20h, pour la première fois, eh bien, le candidat Éric Zemmour sera interviewé. Il sera dans le 20h de Gilles Boulot de TF1 demain soir. Voilà les informations que nous avons apprises pendant le cours de notre émission. On sait que Éric Zemmour est un habitué des débats, un habitué des plateaux télé. Est-ce que pour autant, il est habitué à cet exercice-là, une interview en face à face avec un journaliste dans le journal le plus regardé de France? Est-ce que c'est un exercice périlleux? C'est un vrai challenge pour lui demain, 20h, dans le journal de Gilles Boulot? C'est sûrement un exercice qui est nouveau parce que d'abord, il y a une pression qui est inédite. On le dit depuis maintenant près d'une heure, il est dans une séquence qui n'est pas très favorable pour lui. Et donc, on imagine qu'il y a beaucoup de pression sur ses épaules et qu'il n'a pas l'habitude. Il a l'habitude de répondre aux questions parce qu'en général, notamment dans ses tournées en province où il vient présenter son livre, il ne fait pas de discours. On lui pose des questions, mais il est devant un public qui lui est tout acquis, qui est venu pour l'écouter, pour lui faire dédicacer son livre. Donc oui, l'exercice est complètement nouveau. Et surtout, Éric Zemmour a des défauts, mais c'est un homme qui est assez cultivé, qui aime beaucoup émailler son propos de références historiques, littéraires. Quand on parle au très grand nombre, eh bien, il faut... sans tomber évidemment dans le simplisme, avoir un propos très accessible. Et ça aussi, c'est peut-être un enjeu, c'est de savoir est-ce qu'il va réussir à parler à un très grand public, alors que jusque-là, il avait plutôt l'habitude de parler, à des gens qui lui étaient très favorables, et deux, à des gens qui s'intéressaient au sujet qui était les... Vous voyez, Renaud, on parle depuis quelques jours des problèmes de Zemmour, hein. Les sondages, les dérapages verbaux, les thématiques qui puent, genre Pétain. On oublie d'ailleurs dans un de ses ouvrages Dreyfus. Hein, on oublie Dreyfus. Poser la question de l'innocence de Dreyfus, me semble-t-il, dans un de ses ouvrages. Mais bref. Donc, mais moi, j'ai la conviction que demain, son avenir politique dépend en partie de sa capacité, dans un grand journal de 20 heures, le plus gros de France, eh bien, d'être présidentiable. En gros, soit demain, il fait un peu polémiste, roquet, qui répond pas très bien aux questions que lui posera Gilles Boulot, soit avec un costume qui le densifie et lui donne un peu plus de chair, avec un look différent, avec le décorum du journal de 20 heures, d'un grand journal de 20 heures. Soudainement, on se dit « Ah ouais, c'est plus tout à fait le Zemmour qu'on a vu pendant des semaines. » À mon avis, c'est autour de ça que va se jouer l'avenir politique de Zemmour dans cette présidentielle. Je suis d'accord, Éric, dans la mesure où, sur un journal comme ça, vous pouvez toucher 5 millions, 6 millions, 7 millions, 7 millions et demi, 8 millions, plus, on verra, de téléspectateurs, c'est-à-dire plus qu'en 2 mois ou 3 mois. Et en plus, vous les touchez sur une séquence de plusieurs minutes où vous devez apparaître carré, avec ce que vous résumez très bien, mais ce qu'on appelle l'incarnation, où tout d'un coup, les Français vous regardent autrement. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, on a eu l'impression qu'Éric Zemmour était dans une sorte d'excitation, de fuite en avant, où il ne prenait pas tellement sa candidature au sérieux, parce que sinon, on prépare plus les choses, notamment un déplacement à Marseille 3-4 jours avant un 20h, quand vous vous jetez dans la gueule du loup, parce qu'il savait très bien qu'il allait avoir les antifas qu'on peut condamner par leur méthode, par ailleurs. Mais c'est le réel. Jean-Marie Le Pen, il a dû affronter des manifestations contre lui. Marine Le Pen, elle a affronté il y a des années des manifestations contre lui. Jean-Luc Mélenchon a affronté. Et d'ailleurs, il y a des années, et encore récemment, il était souvent brutal, Jean-Luc Mélenchon, avec les journalistes. Depuis quelques mois, ça a cessé. Il a appris aussi, Jean-Luc Mélenchon, même si c'est compliqué. Bah oui, la politique, c'est compliqué. C'est compliqué, la politique. Donc, demain soir, vous avez raison, il joue extrêmement gros. Et en attendant, Génération Zemmour, c'est le groupe de soutien, l'un des groupes de soutien du polémiste, et donc quasiment officiellement candidat, officialise la candidature de leur candidat, Éric Zemmour. On regarde cette vidéo postée à l'instant. Qui font fuiter ce soir. Oui, alors ce n'est pas une
C'est pas la vidéo officielle de Zemmour. Ah non, ce sera Génération. demain. Ça, ouais, ça sera demain. Un trailer. Vous le disiez, exactement, un petit teasing. Renaud, vous le disiez, c'est l'occasion comme ça de faire, on le fait fuiter et comme ça on en parle pendant 24 heures avant la déclaration officielle. C'est un peu ça, la stratégie. Oui, là il y a une sorte effectivement en général de procédé assez classique où on fait fuiter par l'intermédiaire de journalistes qui également travaillent, et la fuite est confirmée, ce qui permet dès ce soir d'avoir 24 heures d'exposition sur les chaînes info, dans la presse, sur les réseaux sociaux. De ce soir jusqu'à la fin du journal de 20h sur TF1, eh bien, on parle de la candidature d'Éric Zemmour. Donc là, c'est du classique. Mais encore une fois, je crois que vraiment, dans la préparation du 20h et dans surtout ce qui va laisser transparaître, on sait qu'il y a des 20h qui sont ratés, où on dit, bon, bah, il n'est pas fait pour ça. Et puis, il y a des 20h où tout d'un coup, vous changez un peu la donne. La difficulté, encore une fois, pour lui, c'est que c'est quelqu'un, il est assez idéologue. C'est un idéologue, Éric Zemmour. Si vous parlez dans un 20h de TF1 de Francité, de Barès, de Peggy et des cathédrales, alors que les Français ont des problèmes de pouvoir d'achat, pour faire le plein, pour se loger, ont des problèmes d'insécurité, voilà, vous passez à côté. Il faut parler aux Français. Il ne faut pas parler de francité. Vous savez, Emmanuel Macron, je ne compare absolument pas les deux personnes, mais tout au début, la pensée complexe. On ne comprenait rien à ce que disait Emmanuel Macron. En 2016, on ne comprenait rien. C'était des colloques. Et vous comprenez maintenant, vous? Beaucoup plus. Vous comprenez mieux. Beaucoup plus. Il a beaucoup progressé en termes de compréhension. 300 mots de vocabulaire. Et notamment dans ses déambulations, il répond aux gens du tac au tac et il connaît... On peut détester Emmanuel Macron, mais de l'élevage de poules jusqu'au nucléaire, en passant par les sous-marins, il dort pas beaucoup, il connaît très bien ses dossiers. Quand vous êtes candidat, vous devez très bien connaître vos dossiers. Et il parle plus simplement. Si demain soir, on est dans un cours du Collège de France sur l'histoire médiévale et la francité, non, ça va pas. Et il peut pas parler qu'avec 3 slogans anti-immigrationnistes. Non, ça se prépare. Il va devoir s'adresser à tout le monde, exactement, au plus grand nombre possible. Il va devoir ne pas s'écouter parler. Ça va être sa principale difficulté. Maintenant, il dispose des ressources, des outils pour réussir cet exercice. Il est cultivé, il a l'habitude des journalistes, il a l'habitude des plateaux, il vient lui-même de ce milieu-là, il sait normalement gérer la pression. Donc là, la question, ça va être, est-ce qu'il va réussir à transformer l'essai? Mais s'il prépare bien, je pense, ce rendez-vous, il a les moyens de marquer des points. Il est coaché, là, parce que la plupart, Guillaume Roquette, vous qui avez travaillé avec Éric Zemmour au Figaro Magazine pendant des années, il est coaché. Tous les politiques ont des spécialistes en communication qui font des simulations avant un grand débat. Il y a des caméras qui les filment. Regarde, on repasse la séquence. Là, t'as été bon. Ouais. Là, t'as été mauvais. Est-ce qu'il est coaché? Eh bien, je n'en sais rien, parce que comme vous le disiez très justement, moi j'ai travaillé avec lui en presse écrite. Ce que je peux vous dire, c'est que c'était lui qui écrivait ses articles. Là, de ce côté-là, il n'y avait pas de coach. Il les écrivait d'ailleurs assez vite, parce qu'il a beaucoup de défauts, mais c'est une belle machine intellectuelle. Et c'est vrai que tout le versant audiovisuel de la carrière d'Éric Zemmour, ça, je ne le voyais pas, donc je ne peux pas vous répondre. Et Renaud Pila, vous avez des infos? Il est assez peu coaché. Ouais. Il est assez peu coaché parce que c'est un homme de télévision. Il ne faut pas oublier que ça fait maintenant plusieurs années que tous les soirs, il est à la télévision. Donc, il se considère comme un homme de télévision, quelqu'un qui sait faire. Mais encore une fois, polémie sur un plateau de télévision où vous pouvez dérouler votre pensée, ça n'a rien à voir avec candidat, avec des salles, avec des discours. C'est extrêmement compliqué. Combien de candidats ont totalement raté leur premier discours dans les meetings? Donc non, peu de coachs. Sarah Knafo, sa conseillère très proche, qui effectivement est là, très présente. Un communicant qui travaillait auparavant pour la droite, mais c'est pas quelqu'un qui... Alors peut-être que demain, il va répéter 5 fois sa vie. Bien. Demain, en tout cas, dans Brunet et compagnie, à partir de 22h sur LCI, nous reviendrons sur les temps forts de cette interview accordée à Éric Zemmour par Gilles Boulot aux 20h. Merci beaucoup. Voilà, on se retrouve demain à 22h. Et dans un instant, vous avez rendez-vous avec le journal politique insomniaque, le Minuit Pile, qui est déjà devenu un mythe. Une institution. Voilà, belle nuit sur LCI. Vous le savez, nous avons les moyens de vous faire veiller. Salut.